Bonjour, merci de nous avoir rejoints sur ce nouveau webinaire de Rose Up Association. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas encore, Rose Up Association est une association qui informe, accompagne et défend le droit des malades de cancer. Donc on vous informe via Rose Magazine que vous connaissez certainement, mais aussi via notre site internet rose-up.fr. On vous accompagne via nos Maisons Roses à Paris et à Bordeaux, et pour toutes celles qui n'habitent pas ces villes, via les webinaires comme celui d'aujourd'hui. Et enfin, on défend vos droits puisque nous sommes association de patients, donc nous sommes habilités à le faire. Donc, je vais peut-être me présenter aussi, pardon. Je suis Émilie Goyer, je suis journaliste scientifique pour Rose Magazine. Aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est la nutrition et la dénutrition, qui peut être une conséquence du cancer et de ses traitements. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui le docteur Bruno Reynard. Je vous laisse vous présenter, docteur. Alors oui, donc je suis Bruno Reynard, je suis médecin nutritionniste à Gustave Roussy, donc, qui est un centre de lutte contre le cancer en région parisienne, au sud de Paris. Je travaille à Gustave Roussy depuis plus de 20 ans. On a créé le service de nutrition il y a maintenant 8 ans. On ne partait pas de rien, mais on a réorganisé les choses comme ça se fait dans un certain nombre de grands hôpitaux hospitalo-universitaires, en regroupant les forces vives et en créant des postes à la fois de diététiciens supplémentaires et de médecins nutritionnistes. Alors, nous sommes maintenant assez nombreux, mais on a beaucoup de patients à prendre en charge. Nous sommes donc plus d'une quinzaine de diététiciens et 4 médecins nutritionnistes. D'accord. Nous avons même un service dédié à la nutrition, un service d'hospitalisation dédié à la nutrition. Il faut savoir que maintenant, Gustave Roussy a 2 sites, 2 hôpitaux. Ils sont à 3 km de distance l'un de l'autre. Un à Villejuif, qui est très connu, et puis un autre à Chevilly-la-Rue, qui est à 3 km. Et c'est dans cette partie annexe, entre guillemets, que se trouve le service de nutrition. D'accord, merci pour cette introduction. Donc, pour celles qui nous ont rejoints sur Zoom, qui se sont inscrites sur Zoom, et pour celles qui se sont inscrites sur Zoom, vous pouvez poser vos questions directement en cliquant sur l'onglet Q&R qui se trouve en bas de votre écran. Pour celles qui nous suivent en live sur Facebook, je vais essayer de temps en temps de jeter un œil sur les commentaires que vous laissez pour essayer de répondre également aux questions que vous nous posez via Facebook. Donc, le temps que les premières questions arrivent, déjà pour faire une petite introduction, c'est quoi la dénutrition? Ça veut dire quoi être dénutri et comment on le mesure? Alors, la dénutrition, en fait, c'est un déséquilibre qui apparaît à un moment, soit uniquement par une diminution des apports alimentaires, caloriques, protéiques et en différents composants de l'alimentation. Et donc ça peut être du fait d'une insuffisance de disponibilité de ces aliments dans les pays pauvres, même dans les pays riches, des personnes qui n'ont pas accès à l'alimentation. Et ça peut, comme c'est le cas dans les maladies cancéreuses, être associé au fait que le corps a besoin de plus de calories, plus de protéines pour pouvoir combattre justement la maladie tumorale. Donc, on est dans un déséquilibre qui est lié à la fois à une carence d'apport et à une augmentation des besoins. Voilà. Et ce déséquilibre peut être vraiment très important. Il y a même un certain nombre de situations où ce déséquilibre est bien plus important que la gravité de la maladie cancéreuse elle-même et peut même conduire jusqu'au décès, malheureusement. Alors, ça se mesure très simplement par l'évolution du poids, puisque la conséquence de tout ça, c'est à un moment que le poids va diminuer. On considère qu'au-delà de 5% de perte de poids, on est vraiment déjà dans quelque chose sur lequel il faut intervenir. D'accord, 5%. 5%, ça fait 3 kilos pour quelqu'un qui fait 60 kilos. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est déjà quelque chose sur lequel il faut intervenir. Et idéalement, on commence à le développer, il faudrait y associer des évaluations de la masse musculaire, puisque c'est surtout cette perte de masse musculaire qui nous pose problème. Voilà. Donc ça, bon, je peux en discuter selon les questions, c'est plus du détail, mais c'est ce qu'on essaie de développer ici à Gustave Roussy et dans d'autres établissements. Par ailleurs, il est évident que cette perte de poids doit être mise en regard de la quantité que mangent réellement les personnes.
Ouais. Quelqu'un qui perd du poids et qui mange normalement, bon, on va peut-être être plus tranquille pour la prise en charge. Il y a Mhm. peut-être des explications autres, etc. Quelqu'un qui ne perd pas de poids, à contrario, mais qui ne mange plus rien, on sait qu'à un moment, ça va dégringoler. Donc, à contrario, celui-là, on va peut-être intervenir plus activement. Donc, D'accord. ce n'est pas que la perte de poids qui compte, c'est aussi à l'instant T, combien on mange, ou éventuellement même dans l'évolution de la maladie cancéreuse ou dans les traitements, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on sait que ça va poser problème parce que la bouche va être en feu ou parce que les vomissements vont être trop importants, etc. On va revenir Donc, sur les notre causes. job, c'est vraiment ça. C'est à la fois de faire le repérage au bon moment, mais aussi d'anticiper un certain nombre de situations. D'accord. Et quels sont les risques quand on est dénutri? Est-ce qu'il y a un impact sur la survie des patients qui ont un cancer, par exemple? L'impact, il est très très fort sur le pronostic, hein, puisque maintenant, il est parfaitement démontré que quelles que soient les localisations des tumeurs, quel que soit le stade de la maladie, quels que soient les traitements, plus on est dénutri, plus on va faire de toxicité des traitements, D'accord. Donc, moins on tolère les moins traitements. on tolère les traitements, donc plus on a de risques de se retrouver avec un arrêt inopiné de traitement ou des réductions de doses. On va perdre des chances d'être avec un traitement efficace. Pareil, pour le post-opératoire, on va se retrouver avec plus de complications post-opératoires. Et malheureusement, dans certaines circonstances, il y a plus de décès à court terme et à moyen terme du fait de la dénutrition. D'accord. Est-ce que ça a un impact aussi sur notre système immunitaire, sur nos défenses? Actuellement, c'est très d'actualité avec le Covid. Oui, oui, tout à fait. La dénutrition est un élément d'immunodépression D'accord. à lui seul. D'accord. Alors, vous commenciez à aborder les causes de cette dénutrition. Donc, j'imagine, des mucites liés à certains traitements. Il y a une altération du goût aussi. Les traitements altèrent le goût. Comment ça se passe? Quelles sont les causes? Alors, les causes de diminution des ingestats, de diminution de la possibilité de manger, elles sont multiples. Ouais. D'ailleurs, les patients souvent souffrent de plusieurs problèmes qui conduisent à diminuer la possibilité de manger. Alors, la principale est d'ailleurs des troubles de l'appétit, c'est-à-dire de la régulation de l'appétit au niveau du cerveau. D'accord. En ce qui concerne les troubles du goût et de l'odorat, il y a plusieurs mécanismes. Euh, un des mécanismes possibles, c'est la modification de la flore bucco-dentaire dans la bouche, qui va modifier les interactions chimiques avec la salive et donc modifier la perception gustative. D'accord. Ça peut être aussi l'altération de la muqueuse, c'est ce que vous disiez. Soit la bouche est trop sèche parce qu'il n'y a plus de salive, D'accord. on appelle la xérostomie, la bouche sèche par manque de salive. Soit la bouche est en feu, c'est ce qu'on appelle la mucite, c'est de l'inflammation avec des aftes ou des ulcérations multiples. On a mal, en plus ça saignote, donc ça altère le goût et on Ouais. n'arrive plus à manger. Et on peut aussi avoir les papilles gustatives qui peuvent être abîmées par les traitements, les rayons, quand on Mhm. a des rayons au niveau de la gorge, hein, Ouais. évidemment, ou certaines chimios, les plus classiques, hein, les sels de platine, les anthracyclines, des chimios très standards, très habituels. Et maintenant, on constate aussi, avec les nouveaux traitements, les thérapies ciblées, les immunothérapies, des troubles du goût liés à des modifications du fonctionnement des papilles gustatives. Fort heureusement, avec ces médicaments-là, c'est réversible. C'est-à-dire, si on arrête le traitement, on retrouve le goût. D'accord. Ça ne persiste pas. Mais ces altérations du goût, forcément, elles ont un impact sur le plaisir de manger. Est-ce que, alors je comprends bien que c'est réversible, mais pendant les traitements, est-ce qu'il y a des trucs et astuces? Est-ce qu'il faut rajouter, je sais pas, des épices, des assaisonnements pour retrouver du plaisir à manger? Alors, l'intensité du trouble du goût peut être très, très variable. Elle peut être très minime, c'est-à-dire juste un petit goût désagréable qui va être amélioré juste par du soin bucco-dentaire, D'accord. juste des rinçages, des bains de bouche réguliers, se laver les dents plus souvent, etc. Ou ça peut aller jusqu'à vraiment des désordres importants qui coupent l'appétit. De fait, comme vous le disiez, c'est tout à fait vrai. Alors, il faut différencier ce qui va être ce qu'on appelle des hypogueusies, c'est-à-dire des diminutions de la sensation des goûts principaux, le sucré, le salé, l'amer et l'acide. Ouais. Là, c'est en jouant justement sur les exhausteurs de goût qu'on va pouvoir récupérer quelque chose.
Donc le sel, le poivre, les Voilà, on assaisonnements. peut saler un peu plus. Alors, ce n'est pas toujours autorisé, ça dépend des situations, mais voilà. Et puis, bon, on ne mange pas tout seul, donc il faut aussi penser au reste de la famille. Mais on peut exhauster le goût salé avec les herbes aromatiques, avec le poivre, hein, comme vous disiez. Le poivre, il faut faire attention aussi que ça n'irrite pas la bouche, hein. Donc, il y a plein de solutions pour ça. Le sucré, on peut l'exhauster avec la vanille. C'est très connu, mais ça marche très bien. Voilà, puis chacun va trouver des solutions à sa façon. Donc ça, c'est le côté hypogeusie, donc diminution de l'intensité des goûts. Ce qui est plus problématique, c'est les goûts parasites, soit le goût métallique dans la bouche, soit le goût un peu cartonné dans la bouche, très désagréable, très pourvoyeur d'appétit, très altéré. Pour ça, il n'y a pas vraiment de solution fixe. Parce que classiquement, on dit que, par exemple, le goût métallique est aggravé par les viandes. Parce qu'il y a de l'hémoglobine dedans, du fer, donc ça aggrave les choses. Mais ce n'est pas systématique, d'une part. Et deuxièmement, c'est très variable d'un patient à l'autre. Donc, c'est des petits moyens. Par exemple, quand on mange et qu'on a ses goûts dans la bouche, le fait de tapisser la muqueuse buccale d'un film lipidique va atténuer les choses. Par exemple, on peut prendre un corps gras pour démarrer le repas. Ça peut être de la mayonnaise, ça peut être de la crème fraîche. Alors, évidemment, dans le cadre d'un mets, hein, on n'est pas obligé de se le taper comme ça. Ça peut être d'huile d'olive, ça peut être un complément nutritionnel, ça peut être n'importe quoi qui va faire ce film lipidique. Donc, un corps gras qui va protéger un peu la muqueuse. Après, il y a des choses qui sont un peu en expérimentation par rapport à ça. On se pose des questions pour réactiver un peu les sensations gustatives en stimulant le goût acide, en stimulant éventuellement tout ce qui est sensorialité autre que les papilles gustatives, c'est-à-dire le tact douloureux dans la bouche pour pouvoir stimuler les nerfs, entre guillemets. Ça peut passer par le gingembre, ça peut passer par la capsaïcine, c'est-à-dire les piments, etc. Ah oui, donc des choses très profondes. Pour réactiver, entre guillemets, le système. Bon, c'est un peu expérimental, et puis c'est vraiment au cas par cas. C'est ça le vrai problème. Quand c'est très intense, c'est-à-dire des gens qui ont en permanence ces goûts cartonnés, amers, très désagréables en bouche ou métalliques, les solutions sont quand même relativement limitées. D'accord. OK. Alors, il y a une autre grande cause qui est liée à tous ces troubles alimentaires, et d'ailleurs, je vois que c'est le sujet de la plupart des questions qui nous ont posées, c'est toutes ces questions autour de ce que je peux manger, ce que je ne peux pas manger, qui peut conduire à des obsessions alimentaires. On le voit autour du sucre, du gras. Je vais peut-être commencer par la question de Lydie qui est assez emblématique. Donc, elle nous dit qu'elle fait de l'œdème, et elle alterne entre constipation importante et diarrhée. Et elle a aussi plus envie de sucre. Et elle se demande si elle peut en consommer parce qu'elle a entendu que les cellules cancéreuses aiment le sucre. Voilà. Donc, est-ce qu'elle peut répondre à cette envie de sucre exacerbée qu'elle a en ce moment? Alors, il y a presque 4 questions en une là, hein, par rapport à la situation présentée. Je vais essayer de répondre à tout en commençant par le sucre. Comme ça, on va faire la peau au sucre. Oui, je pense que ça va être une question récurrente, donc autant commencer par ça. Si on discute l'assertion, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, c'est absolument vrai. Les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre. Elles ont une avidité majeure pour le sucre. D'ailleurs, on utilise cette caractéristique pour faire les PET scans, ces scanners sensibilisés avec des marqueurs isotopiques qui permettent de repérer éventuellement de façon plus précise la taille d'une tumeur ou des petites métastases qu'on n'aurait pas vues à droite à gauche. Le vrai problème, c'est que même si cet élément est totalement véridique, il faut confronter ça à d'autres vérités. Les autres vérités, c'est que les autres cellules du corps se nourrissent de sucre. Et tout particulièrement, évidemment, le cerveau, le cœur, les poumons et les muscles. Et malheureusement, et ça je vais le dire plusieurs fois durant le webinaire, la masse musculaire est un élément pronostic majeur
Il ne faut pas se mettre dans des situations où on va altérer sa masse musculaire au cours des traitements. Donc, quand vous allez couper le robinet du sucre, vous allez le couper pour les cellules cancéreuses, mais vous allez aussi le couper pour les muscles, pour le cerveau, pour le cœur, etc. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Parce que derrière ça, c'est très difficile d'apporter des carburants énergétiques équivalents pour le muscle. Vous allez pouvoir le faire pour d'autres choses, le cerveau, par exemple. Une façon d'apporter moins de sucre, c'est faire des régimes cétogènes. Ce que j'allais faire. On apporte des calories, mais on n'apporte plus de sucre. Le gras, ouais. Ça, c'est bien, mais pas pour le muscle. Ça ne marche pas pour le muscle. Ça ne marche pas pour le muscle de personnes qui sont en mauvaise santé. Ça peut marcher pour des gens qui sont en bonne santé, mais pour quelqu'un qui est malade et qui a en particulier un cancer, donc de l'inflammation, ça n'est pas une bonne idée. Parce qu'il n'y a pas d'anabolisme musculaire dans ce contexte-là. On ne refabrique pas du muscle. D'accord. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, remplacer le gras, enfin le sucre par le gras, ce n'est pas une solution. Pas dans des situations où on a une maladie cancéreuse évolutive. Ça n'apportera rien au muscle. D'accord. Deuxième chose qu'il faut savoir, et c'est malheureux, mais c'est la vérité, les cellules cancéreuses, elles sont multiclonales souvent, et elles vont s'adapter. C'est-à-dire qu'on va tuer certains clones de cellules en coupant le robinet du sucre, mais on va laisser proliférer celles qui sont capables de s'adapter en ayant des modifications du métabolisme énergétique. Elles vont utiliser les acides gras libres, les acides aminés, et elles vont continuer à proliférer. Pour l'instant, dans la littérature scientifique, il n'y a aucune preuve de l'intérêt de faire un jeûne ou de faire un régime cétogène au cours des traitements des cancers. Aucune. Ouais. Voilà. Il y a plein d'études en cours, il y a plein d'études qui ont déjà été faites, qui sont négatives. Il y en a encore quelques-unes qui sont en cours, qui apporteront peut-être des résultats, mais pour l'instant, les résultats chez l'homme, pas chez la souris. Chez la souris, c'est à part, mais chez l'homme, il n'y a pas de résultats positifs. D'accord. Donc ça, c'est déjà très clair. Les recommandations actuelles, c'est quand on est en situation de risque nutritionnel, toute localisation tumorale avec problème alimentaire, avec chimiothérapie, radiothérapie, etc., c'est ne pas faire de régime restrictif, et en particulier pas de régime restrictif en sucre. D'accord. Surtout pas. Et alors forcément, je ne sais pas si on l'a encore, la question a été pas encore posée, mais je vais la poser pour d'autres. Qu'en est-il du jeûne? On sait qu'on a des patientes qui font des jeûnes assez courts, souvent avant les traitements, en pensant que ça va leur permettre de mieux tolérer les traitements. Qu'est-ce qu'on sait vraiment de l'impact du jeûne? Alors, on sait pas grand-chose. En tout cas, de façon systématique, à visée de privation glucidique des cellules cancéreuses, à visée d'essayer de tuer les cellules cancéreuses, ça ne marche pas. D'accord. À visée de mieux supporter les traitements anticancéreux, en particulier les nausées, etc., à titre individuel, il est possible que ça fonctionne. Mais ça n'a jamais été étudié dans ce sens-là. D'accord. Donc, oui, comme cela est peut-être décrit dans les questions, nous avons des patients qui préfèrent jeûner pendant 12 heures, 24 heures avant la chimio pour se sentir à l'aise. Voilà. Ce qui est important dans ce contexte-là, c'est d'être très clair, c'est de dire aux gens, voilà, dans le cadre d'un suivi diététique ou nutritionnel, il faut qu'on s'assure que cette action n'ait pas d'impact négatif sur votre état nutritionnel, sur votre masse musculaire. Si ça en a, à ce moment-là, on vous demandera d'arrêter de le faire. D'accord. Voilà. Et de toute façon, ce n'est pas des jeûnes qui vont au-delà de 24 heures. Rarement, rarement. D'accord. Alors, on a des questions sur les cancers hormonodépendants et notamment autour du soja. Alors, je vois la question de Stéphanie qui est autour du soja. Il y a Hélène aussi qui pose la question des phytoœstrogènes en général, du thé, du soja, de l'ail. Qu'est-ce qu'on a le droit de consommer quand on a un cancer hormonodépendant? Est-ce qu'il y a des éléments à proscrire? Alors, la seule recommandation actuelle, c'est sur la restriction sur les produits à base de soja. D'accord. Sur les autres, il n'y a pas de recommandation. Donc, clairement, sur les produits à base de soja, il est recommandé de ne pas les utiliser, et
et surtout pas fréquemment au cours des traitements dans le cadre des cancers hormonodépendants. Voilà. Mais ça veut dire pas du tout, on n'en consomme pas du tout, ou est-ce qu'on a le droit de manger de temps en temps? Le vrai problème de ces recommandations, c'est qu'elles ne sont pas toujours capables de baser leur niveau sur une posologie, vous voyez, sur un niveau maximum ou minimum. Sur des doses. Ce n'est d'ailleurs pas le cas pour les produits à base de soja. On ne sait pas que le niveau inférieur minimal pour le risque ou supérieur pour le risque. Donc par principe, la recommandation, c'est de ne pas les utiliser ou le moins possible. D'accord. Si une personne n'est pas capable de se restreindre à minima, vaut mieux qu'elle n'en prenne pas du tout. Ouais. Voilà. Sachant, alors, là, je sors un peu de la reco, parce que la reco officielle, c'est ne pas utiliser ou le moins possible. Il faut bien être clair, il y a soja et soja. Il y a des produits à base de soja très pauvres en phytoestrogènes, et des produits à base de soja très riches en phytoestrogènes. Donc, malheureusement, la reco ne va pas plus loin que ça. Elle ne définit pas les listes de produits à haut risque et les listes de produits à faible risque. Et vous pourriez donner des exemples de produits qui sont plus ou moins riches? Par exemple, ce qui est très riche en phytoestrogènes, c'est le soja jaune. D'accord. Et ce qui est très riche en phytoestrogènes, c'est les produits, entre guillemets, laitiers à base de soja. Okay. Oui, plus le tofu et tous les équivalents de tofu. Ça, c'est assez riche. D'accord. Le soja vert, par exemple, enfin, les petits haricots de soja là, qu'on mange dans les restaurants japonais, ça, par contre, c'est très, très pauvre en phytoestrogènes. D'accord. Mais ça, c'est moi qui donne l'information. La reco reste pas ou le moins possible. D'accord. Voilà. Et ça, c'est vrai aussi quand on a fini nos traitements et qu'on est sous hormonothérapie? Probablement, c'est d'ailleurs encore dans les recommandations de Nice, de Saint-Paul-de-Vence, je veux dire. Pourquoi? Parce que il est possible, dans la littérature, c'est évoqué, que les phytoestrogènes puissent participer au risque de récidive de cancer du sein en particulier. Voilà. Donc, si on peut s'en passer, c'est mieux. D'accord. Voilà. Alors, on va rester dans les interactions. La question est toujours la même, excusez-moi d'aller plus loin, mais philosophiquement, est-ce qu'on peut se passer de ces produits-là, clairement? C'est-à-dire que, est-ce que sa vie dépend de la consommation de produits à base de soja? C'est ça qu'il faut se poser réellement. C'est-à-dire que, pourquoi est-on aussi braqué sur ce genre de produit? Est-ce par principe, sa liberté, c'est pareil que pour le port du masque dans ce cas-là, ou est-ce que c'est parce que vraiment on ne consomme que ça dans la vie de tous les jours? Si on ne consomme que ça dans la vie de tous les jours, clairement, je conseille d'aller voir un diététicien. Si c'est juste pour le principe, laissez tomber les produits à base de soja. D'accord. Alors, on va rester dans ces interactions, enfin, ces aliments et ces potentielles interactions médicamenteuses. Il y a Véronique sur Facebook qui nous dit qu'on lui a recommandé d'éliminer l'amande poivrée, donc j'imagine que c'est sous forme d'huile essentielle, et le pamplemousse qui pourrait interférer avec la chimio. Alors, elle est un peu embêtée parce qu'elle utilisait apparemment l'amande poivrée pour calmer ses nausées. Alors, à partir du moment où vous avez des recommandations de la part des oncologues sur des possibles interactions médicamenteuses alors là, je ne pense pas que ce soit son oncologue, c'était une autre malade de cancer qui lui a dit ça. À vérifier auprès de l'oncologue, dans ce cas-là. En tout cas, quelqu'un d'expert. Ouais. Qu'il y a une potentialité d'interaction entre le complément alimentaire ou le produit alimentaire consommé, même apportant un bénéfice, et les médicaments de chimiothérapie ou thérapie ciblée ou d'immunothérapie, je pense qu'il faut tenir compte de la recommandation, clairement. C'est très connu pour le pamplemousse et tous les produits à base de pamplemousse. C'est assez bien connu avec l'amande poivrée. C'est bien connu avec le millepertuis aussi, évidemment. Voilà, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être très attentif. C'est connu aussi maintenant avec la curcumine, du curcuma. À partir du moment où il y a une alerte sur des interactions médicamenteuses, je crois que si elle est vraiment confirmée par le médecin référent, il faut en tenir compte. D'accord. Donc, toujours en parler à son médecin avant de prendre des compléments alimentaires ou autre.
Alors, on a Hélène, elle qui a une question sur la prise de poids sous hormonothérapie. Ça, c'est aussi des questions qu'on a très régulièrement. Et elle se demande quelles sont les recommandations. Est-ce qu'il faut suivre un régime restrictif? Alors, on a de plus en plus maintenant d'éléments scientifiques permettant d'apporter des recommandations du fait de la prise de poids qui est souvent multifactorielle. Ce n'est pas que l'hormonothérapie qui entraîne la prise de poids. Hein. C'est, même si on ne s'en rend pas compte, des modifications de comportement alimentaire, des modifications de l'activité physique du quotidien, etc. Il peut y avoir aussi l'arrêt du tabac à ce moment-là. Il peut y avoir plein d'autres phénomènes qui interviennent. Eh bien, qu'est-ce qui est recommandé? C'est très clair. Il faut rééquilibrer l'alimentation. Je conseille encore une fois de prendre les conseils d'une diététicienne. Un équilibre alimentaire tout à fait standard, hein, c'est-à-dire privilégier fruits et légumes et limiter les produits à densité énergétique importante, c'est-à-dire tout ce qui est gras ou sucré. Ça, une diététicienne peut très facilement vous orienter sur un régime tout à fait basique et très peu restrictif. C'est un rééquilibrage de type, entre guillemets, méditerranéen. D'accord. Très basique. Hein. Voilà. Et à côté de ça, obligatoirement, mise en place d'un programme d'activité physique adapté. On ne peut pas perdre de poids tout en maintenant de la masse musculaire sans, à côté de l'alimentation équilibrée, avoir un niveau d'activité physique supplémentaire. Le corps, du fait de tout ce qu'il a subi, probablement consomme moins de calories qu'avant. On a une dépense énergétique de repos plus faible. Et donc, il faut la compenser par une activité physique supplémentaire. Voilà. Est-ce que ça veut dire que quand on a plus de muscles, on utilise plus de calories même au repos? Oui, tout à fait. Oui. Okay. La masse cellulaire active totale est l'élément qui contribue le plus à la dépense énergétique de repos. Et cette masse cellulaire active totale est en grande partie dépendante de la masse musculaire. Ok. Alors moi, j'ai une question très bête, mais depuis tout à l'heure, vous parlez de diététicienne et de médecin nutritionniste. Quelle est leur compétence respective? Alors, déjà, c'est relativement simple. Hein. Il y a des milliers et des milliers de diététiciennes. Il y a quelques dizaines de médecins nutritionnistes. Donc, déjà, il n'y a pas un problème de compétence, il y a un problème de disponibilité. Ouais. Une diététicienne, c'est donc un soignant qui va avoir fait des études spécifiques sur l'alimentation et la nutrition. Hein. Donc on les appelle normalement diététiciennes nutritionnistes. Okay. Diététicien nutritionniste parce qu'il n'y a pas que des filles, hein, il y a aussi des garçons. Je crois que c'est 1 ou 2% de la profession. C'est 2 à 3 ans d'études. D'accord. Et donc, au terme de ces 2 à 3 ans d'études, elles sont aptes à pouvoir donner des conseils d'alimentation dans toutes les pathologies qui nécessitent du fait d'un surpoids ou du fait d'une dénutrition. D'accord. Du fait de pathologies spécifiques. Voilà. Il y a des formations supplémentaires, il y a des spécificités pour le cancer, par exemple? Est-ce qu'il y a des formations complémentaires pour le cancer? Ça se fait sur le terrain. D'accord. Pour le moment, pas. Hein. Sauf dans le cadre de réseaux particuliers. Par exemple, ici, il y a un réseau ville-hôpital pour les diététiciennes qui s'appelle Oncodiets, qui permet de former des diététiciennes libérales à l'oncologie et à l'onconutrition, comme on l'appelle maintenant. Formation que nous faisons ici avec nos diététiciennes et nos médecins nutritionnistes pour pouvoir collaborer avec ce réseau de diététiciennes libérales à la prise en charge de nos malades. D'accord, parce que c'était aussi des questions qui reviennent souvent, c'est comment trouver une diététicienne? Je vais y venir. Donc, il n'y a pas de spécialisation. Vous n'aurez pas sur la plaque de la diététicienne marqué spécialisée en nutrition. Okay. Pour l'instant, en tout cas. Peut-être ça viendra dans le futur, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si vous voulez vraiment avoir une diététicienne spécialisée en oncologie, il faut aller dans les services d'oncologie. D'accord. Ou dans les centres de lutte contre le cancer. Les médecins nutritionnistes, donc c'est des médecins qui ont par ailleurs une autre spécialité, soit c'est des médecins généralistes, soit c'est des gastro-entérologues comme moi, soit c'est des réanimateurs, des pédiatres, des endocrinologues, qui ont fait une spécialité complémentaire de nutrition. Okay. Qui ont un diplôme de nutrition. Un vrai diplôme de nutritionniste.
C'est très important, hein, parce que derrière votre question, il y a aussi tous ces gens qui s'appellent nutritionnistes, qui sont ni médecins, ni diététiciens, ni ingénieurs agronomes et qui se prétendent nutritionnistes. On ne va pas trop polémiquer là-dessus. Voilà. Alors, c'est complémentaire. En gros, en tout cas, dans les services comme le nôtre, où on prend en charge la dénutrition, en gros, les diététiciennes vont s'occuper des conseils diététiques, de la complémentation orale et en partie de la nutrition par sonde nasogastrique. D'accord. Et nous, les médecins nutritionnistes, on va s'occuper plutôt des formes les plus graves de dénutrition, un peu la nutrition par sonde et beaucoup la nutrition intraveineuse. D'accord. Voilà. Comme on a beaucoup de tout ça ici, on a beaucoup de monde. Voilà. Ok, bon, bah, merci pour ce point. Et donc, pour avoir accès à un diététicien, oui. C'est un peu compliqué parce que, en fait, il y a un écueil majeur, c'est que les consultations de diététique en ville ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Ça, c'est un vrai problème, hein, Ouais. qui n'est, pour l'instant, qui est encore très loin d'être résolu. Et ce, en plus du fait que le nombre de diététiciennes dans les hôpitaux, même qui s'occupent de patients atteints de cancer, est insuffisant. D'accord. On est encore très loin. On vient de finir la semaine de lutte contre la dénutrition, oui, là. Et dans le cadre de ce comité de lutte contre la dénutrition, a été publié un livre blanc qui plaide pour une densité de diététiciennes en milieu hospitalier où il y aurait au moins une diététicienne pour 60 lits d'hospitalisation. On en est très loin en France, hein. Je crois qu'on est à plutôt une pour 120 ou 150 plutôt que une pour 100. Voilà. Alors, il y a des services qui sont très bien dotés. Ici, c'est une diététicienne pour 35 lits d'hospitalisation. Donc, on est bien content. Mais on a travaillé pour ça. On a fait en sorte de démontrer que l'investissement, entre guillemets, RH qu'il y a derrière était bénéfique à la fois pour les patients, évidemment, mais aussi pour le système de santé. On fait économiser des choses derrière. Oui. C'est tout le travail qu'on est en train de mener. Il y a pas mal d'équipes qui travaillent là-dessus, de démontrer que finalement, l'intégration de la prise en charge nutritionnelle dans les parcours de soins en oncologie fait gagner de l'argent au système de santé. C'est un peu bébête, hein, comme vision des choses, mais on en est là. Voilà. Et quand on y arrivera, à ce moment-là, on pourra probablement financer les consultations de diète. Pour l'instant, c'est encore payant, non remboursé. Il y a un tiers des mutuelles qui remboursent une ou deux consultes. Le prix moyen en région parisienne, c'est plutôt 60-65 euros. En province, c'est plutôt entre 35 et 45 euros. D'accord. Ce n'est pas donné, hein, quand même. Hein. Donc même surtout qu'il n'en faut pas qu'une. Hein. Souvent, il en faut plusieurs. Hein. Voilà. Ah oui. Ah bah oui. En une séance d'une heure, vous allez faire le tour du problème, mais vous n'allez pas suivre l'évolution des problèmes. Donc, ça veut dire que même si mon oncologue me fait une ordonnance pour aller chez une diététicienne, je ne serai pas remboursée. Non. Par contre, sauf si vos mutuelles prennent en charge une ou deux consultes. Par contre, si c'est dans le parcours de soins hospitalier, là, c'est intégré. À l'hôpital, ce n'est pas payant. Donc, en oncologie, ce n'est pas payant. D'accord. Ça rapporte rien à l'hôpital, mais ça ne coûte rien. Mais comme vous le disiez, des personnes qui ne sont pas dénutries ont moins d'effets secondaires, donc restent forcément moins longtemps à l'hôpital. Et c'est comme ça qu'il y a un retour sur investissement, on va dire, pour l'hôpital. C'est clair. Nous, on plaide pour que tous les patients atteints de cancer aient la possibilité, au moment de l'annonce ou dans les semaines qui suivent l'annonce, et à chaque fois qu'ils en auront besoin, puissent voir un diététicien. Pour ça, il faut qu'il y ait les ressources humaines suffisantes. Ça, c'est le vrai problème. D'accord, bah, c'est bien noté. Et comme on est association de patients, on va peut-être pouvoir aussi appuyer là-dessus. Alors, on va revenir C'est sur la table de M. Véran, donc n'hésitez pas à aller le voir. Il est un peu occupé en ce moment, mais n'hésitez pas. Bah, on va le faire un peu remonter. Il a inauguré la semaine de la dénutrition la semaine dernière, donc il connaît le problème. Tout à fait. Alors, on va revenir aux questions. Alors, la question du soja revient sous différentes formes. Nathalie demande ce qu'il en est des sauces soja qu'on utilise pour assaisonner. Alors, je ne connais pas précisément la densité de phytoestrogène des sauces soja, mais c'est plutôt élevé. Donc, c'est plutôt dans la partie élevée. C'est comme le tofu et compagnie.
Donc, comme vous disiez tout à l'heure, si… Plutôt dans les produits à haute concentration en phytoestrogène. D'accord. Donc, Donc, comme vous disiez, si on peut s'en passer, le plutôt remplacer. à mettre de côté. Oui. D'accord. Oui, il y a Hélène qui nous fait la remarque qu'il y a du soja partout maintenant, un peu comme les sucres cachés, et qu'elle en trouve même dans les gâteaux secs. Donc, il faut aussi faire attention à la composition des aliments transformés, comme Faire les gâteaux soi-même. faire les gâteaux soi-même. Et d'ailleurs, on a des cours de cuisine en live, en ligne, si vous voulez les suivre. Ça nous permet de aussi contrôler de ce qu'il y a dans nos assiettes. Alors, il y a Elvia qui demande, qui consomme du lait de soja, non, du lait végétal, comme du lait d'amande ou de riz ou d'épeautre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui remplacent le lait de vache, enfin le lait animal, par du lait végétal. Là, il peut y avoir des contre-indications aussi. Non. Si c'est par goût, tant mieux. Mhm. Si c'est par principe ou par peur de quelque chose, c'est dommage, Mhm. puisque les produits laitiers, les vrais produits laitiers, apportent plus de protéines et de bonne qualité que les jus de céréales. Donc, Mhm. il ne faut pas, par principe, les supprimer, les D'accord. produits laitiers. Si on n'aime pas ça, on n'aime pas ça. Hein, on n'est pas obligé d'en consommer. Mais si on aime ça, bah, autant ne pas s'en priver. Alors, maintenant qu'on est sur les produits laitiers, c'est vrai qu'il y a aussi des controverses, un peu comme le sucre sur les produits laitiers. Là, pareil, qu'est-ce qu'on sait réellement de l'effet des produits laitiers? Est-ce qu'ils sont vraiment délétères pour la santé? Pas que je sache, non. Il y a des gens qui font pas mal de buzz et d'argent sur le sujet. Je Mhm. ne citerai pas de nom, mais ils le font sur une base totalement fausse scientifiquement. Il n'y a aucune preuve clinique dans la littérature scientifique de l'intérêt de supprimer ou de limiter les produits laitiers. D'accord. Et même dans la croyance absolue que les produits laitiers augmenteraient le risque de certains cancers, eh bien, on va plutôt à l'encontre, puisqu'il y a des preuves maintenant dans la littérature que la consommation régulière de produits laitiers, plutôt entiers que demi-écrémés ou écrémés, diminue le risque de cancer du côlon et du rectum. D'accord. Là où il y a un niveau de preuve encore insuffisant, un flou artistique, c'est sur le cancer de la prostate, où il y a encore un doute. Le niveau de preuve n'est pas élevé, donc il n'y a pas de recours, mais il y a une petite tendance à croire, enfin, à penser sur la base scientifique qu'il y a peut-être un surrisque de cancer de la prostate avec une consommation élevée Élevé, de oui. produits laitiers. Mais élevée, hein, Oui. vraiment très élevée. Ouais, ouais. Voilà. Sur la base d'études qui sont faites surtout en Europe du Nord, avec des consommations importantes. Mhm. Voilà. Qui ne sont Donc, pas forcément les nôtres. on peut lire cette littérature de la façon suivante: des consommations importantes de produits laitiers, au-delà des recommandations qui sont 2 produits laitiers par jour, Mhm. peuvent augmenter le risque de cancer de la prostate. Donc, on est D'accord. quand même sur des surconsommations. Oui. Ah oui, je voulais préciser aussi pour celles qui nous écoutent, je vous invite aussi à consulter notre site rose-up.fr parce qu'on a écrit des articles sur justement qu'est-ce qu'un régime équilibré suivant les recommandations. Et aussi sur les interactions médicamenteuses. Je vois que Bigou sur Facebook nous repose la question du pamplemousse. Donc, vous y avez répondu. Il peut y avoir des Oui, interactions oui, tout à fait. avec C'est certains absolument vrai. médicaments, Oui. certains traitements contre le cancer. Donc, il faut faire attention. Mais là, il y a vraiment, c'est relativement simple. Est-ce qu'on peut vivre sans pamplemousse? C'est ça. On peut se passer pendant les 2 mois, 4 mois, 6 mois de chimiothérapie de pamplemousse. Oui. Ça me paraît faisable. Alors peut-être qu'il y a des pamplemousseaux dépendants, mais c'est quand même pas si évident que ça. A Hein, voilà. priori, il n'y a pas d'addiction au pamplemousse. Je ne les connais pas, mais Merci. pourquoi pas? Peut-être que ça arrive. Cette personne-là sera en difficulté, il faut discuter avec elle. Mais c'est sûrement pas commun et c'est faisable. Et si c'est vraiment un plaisir, ça peut être une fois de temps en temps, à Oui, distance de exactement. traitement. Exactement. C'est On peut… à rediscuter avec l'oncologue, mais c'est clair que oui. De D'accord. ce que j'ai entendu déjà de la part de mes collègues oncologues ici, si vraiment il y a un plaisir important à la consommation de pamplemousse, de jus de pamplemousse, ça peut être une fois de temps en temps. Absolument. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve et qui est un trouble avéré qui est l'orthorexie. C'est-à-dire que
Des fois, ça devient même obsessionnel, cette façon de réfléchir à ce qu'on mange, à ce qu'on ne peut pas manger, ce qu'il faut qu'on mange. Et du coup, on perd tout plaisir à ce moment qui est censé être convivial. Ouais. Et du coup, vous répondez quoi aux patients pour qui ça devient vraiment problématique, ne serait-ce que de faire ses courses? Euh, Qu'est-ce que je réponds? Alors, débat, je pense qu'on est totalement responsable de ça, c'est-à-dire qu'on a laissé trop longtemps se diffuser auprès du grand public, auprès de la patientèle, des informations fausses sur l'intérêt des régimes restrictifs en ci ou en ça. La réponse est très claire. Au cours des traitements des cancers, puisqu'on veut que les gens maintiennent leur masse musculaire, donc qu'ils aient un apport calorique, protéique, en micronutriments suffisants, rien n'est interdit et rien n'est obligatoire. Rien n'est interdit, rien n'est obligatoire, sauf très spécifiquement le pamplemousse ou l'huile de pépin de je ne sais pas quoi, etc. C'est-à-dire des anecdotes d'anecdotes. Ça n'est vraiment pas le problème. Mais c'est pas des aliments qui Si la personne veut se taper du cassoulet tous les jours, elle le peut. Si elle veut aller au McDo, elle le peut. Si tout est autorisé. Ah, le but, c'est, dans ces conditions-là, d'essayer par tous les moyens de maintenir la masse musculaire, à la fois par l'alimentation et par l'activité physique. C'est ça le but. Ouais, je pense qu'on le répète. Coûte que coûte, comme dirait Emmanuel Macron. Coûte que coûte. Quoi qu'il en coûte. Donc il ne faut pas qu'il y ait de restrictions. Je vais aller encore plus loin. On a un peu trop tendance, de façon entre guillemets préventive, à dire aux patients, si vous avez la diarrhée, enlevez tels aliments. Si vous avez la constipation, enlevez tels aliments. Si vous avez des nausées, enlevez tels aliments. Eh bien, tout ça, de plus en plus maintenant, on le balaye. D'accord. On ne le fait plus. On ne fait plus de liste négative. Plus de liste négative. D'accord. Non. Plus de liste négative. Premièrement, parce que de toute façon, les gens mangent moins que d'habitude, donc ça aura moins d'impact. Et deuxièmement, il faut être très clair, malheureusement, la diarrhée sous chimio, c'est à cause de la chimio, ce n'est pas à cause de l'alimentation. Le changement d'alimentation ne changera rien. Donc, il ne faut pas faire de restrictions alimentaires préventives ou curatives d'un symptôme qui est lié à une drogue cytotoxique. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'il y a quand même, mais il y a forcément des soins de support, ou que ce soit par l'alimentation et autres, qui permettent de soulager quand même ces effets secondaires. Ah oui, mais ce n'est pas des modifications de l'alimentation ou uniquement sur la base de l'expérimentation individuelle que Oui. ça doit se faire. D'accord. On a de très bons médicaments pour la diarrhée, de très bons médicaments pour la constipation. On peut avoir pour la constipation éventuellement l'aide de certains aliments qui vont favoriser, mais ça sera toujours sur la base de l'expérimentation individuelle. D'accord. Le truc de grand-mère ou le truc qu'on va dire systématiquement pour tout le monde ne marchera pas une fois sur deux. Donc, ça n'a pas grand sens. Le jus de pruneau, ça marche pour certains et pas pour d'autres. Le fait de restreindre les épinards, ça va marcher pour certains et pas pour d'autres. Donc, il ne faut pas que ça soit systématique. Il ne faut pas procurer aux gens des raisons supplémentaires de s'angoisser pour leur alimentation. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, plus vous restreignez l'alimentation, plus vous induisez des peurs alimentaires, donc des aversions, donc des troubles du comportement, donc vous aggravez la dénutrition. Donc c'est le cercle vicieux. L'alimentation doit rester la plus normale possible, telle qu'elle était avant la maladie, dans la mesure du possible. On a le droit d'avoir envie, en cours de traitement, de changer son mode de vie, de se dire, bah, tiens, parce que je suis malade, je vais changer radicalement ma façon de manger. Pourquoi pas? À condition que ça n'aboutisse pas à une dégradation de l'état nutritionnel. Parce donc, que là, de préférence, sous surveillance diététique. Oui, puisque comme vous l'avez dit au début, on va le répéter, pour le coup, la dénutrition, c'est avéré scientifiquement que ça a un impact direct sur le pronostic. Sur le pronostic sur la survie, absolument. Alors, on a parlé beaucoup de l'alimentation pendant les traitements. Et il y a Caroline qui nous demande si, après les traitements, pour éviter des récidives, donc elle revient sur le sucre et le gras, est-ce que les supprimer éviterait une récidive? Donc, elle précise qu'elle a un cancer triple négatif. Non,
Euh, Pas si cela ne conduit pas à une augmentation du risque de surpoids ou d'obésité. D'accord. C'est-à-dire que le surrisque de récidive dans le cancer du sein, une fois guéri, en rémission, il n'est pas lié à la consommation de sucre ou de gras, mais au fait qu'on prenne du poids, de la masse grasse, qu'on soit en surpoids ou obèse. D'accord. Donc, il ne faut pas obligatoirement restreindre en tel ou tel aliment, mais maintenir une alimentation équilibrée, plus de l'activité physique pour ne pas prendre de poids. Voilà. Donc, on revient toujours. Et pour tout le reste, clairement, une fois qu'on est en rémission, on revient sur les éléments de prévention primaire, c'est-à-dire tout ce qui est édicté par le PNNS dans le cadre de la prévention des cancers. Le moins d'alcool possible, ne pas manger trop salé, ne pas manger trop de viande rouge, pas trop de charcuterie, privilégier les fruits et les végétaux, enfin les légumes, manger suffisamment de fibres, faire de l'activité physique. Voilà. Et il y a une étude aussi française, si je ne me trompe pas, qui a montré qu'il y a une association entre la consommation de produits ultra transformés et la survenue de cancer. Est-ce que, à contrario, manger bio, c'est ma Bicou qui nous pose la question sur Facebook, est-ce que consommer bio protégerait du cancer? Alors, la même équipe, l'équipe Nutrinet Santé, donc l'équipe de Mathilde Touvier, a montré dans une étude encore plus récente que la consommation de produits bio pourrait être un facteur protecteur de certains cancers. Dans les deux cas, à la fois sur la surconsommation de produits ultra transformés, comme dans l'effet éventuellement protecteur des produits bio, ça nécessite d'être confirmé. Premièrement, parce qu'on n'a pas encore d'explication mécanistique claire. On ne sait pas ce qui, dans le produit bio, serait protecteur ou dans l'absence de produit bio, serait à risque. Et on ne sait pas ce qui est dans le produit ultra transformé pourrait être facteur de risque de cancer. Ça, il faut produire de la donnée scientifique pour avancer là-dessus. C'est en train de se faire, mais on n'a pas encore les données. Et je confirme, d'ailleurs, on va écrire un article bientôt là-dessus parce qu'ils sont en train d'étudier justement la part des additifs. Absolument, c'est l'effet cocktail qui est éventuellement incriminé. L'autre chose, c'est que par exemple sur le bio, il y a au moins 3 études nord-américaines publiées précédemment qui disaient qu'il n'y avait pas de lien entre consommation de bio et risque de cancer. Donc, c'est la première finalement qui dit qu'il y en a un. Elle ne s'est pas faite dans le même pays. Donc, peut-être que le bio français, entre guillemets, a une meilleure qualité que le bio nord-américain ou je ne sais où. Et donc, son effet est plus positif. J'en en sais rien. Donc, tout ça est à travailler, clairement. Sachant que, et ça, Mathilde insiste beaucoup là-dessus, toutes les études démontrant les bénéfices des fruits et légumes dans la prévention des cancers colorectal ou autres l'ont été avec des produits qui étaient et bio et pas bio. Donc, même des produits pas bio, fruits et légumes pas bio, peuvent avoir un effet protecteur. D'accord. Voilà. Donc, il faut avoir toutes ces informations-là pour critiquer les éventuelles conneries qu'on entend à droite, à gauche. Moi, je pense que c'est le tort qu'on a peut-être eu toujours et qu'on a encore là avec la Covid, c'est qu'on ne donne pas d'explication scientifique à tout ça. Des enquêtes épidémiologiques, c'est très compliqué à comprendre. L'avantage, c'est qu'on a en France des équipes formidables. L'équipe de Mathilde Touvier est extraordinaire. Et en plus de ça, ils ont une rigueur scientifique qui est bien plus élevée que pas mal d'équipes ailleurs. Et pour avancer dans ce que je voulais dire, eux, ils prennent bien en compte tous les facteurs de confusion qu'il peut y avoir dans une analyse. On sait déjà pas mal de choses sur les risques de cancer, connus. Le surpoids, l'obésité, l'activité physique, les produits salés, la viande, etc. Eux les prennent en compte dans leurs analyses. Donc, ils peuvent vraiment dire que c'est uniquement ce produit-là qui est vraiment potentiellement source de surrisque ou élément protecteur. Voilà. Parce qu'ils ont la cohorte suffisante pour. Ils ont heureusement des gens qui ont la gentillesse de répondre régulièrement à des questionnaires, beaucoup, plusieurs centaines de milliers. Et deuxièmement, parce qu'ils ont une rigueur d'analyse statistique très, très pointue.
Mhm. Mais ça ne va pas plus loin pour l'instant. Tant qu'on n'a pas d'explication mécanistique et que ce n'est pas confirmé par d'autres études épidémiologiques, on reste sur un niveau de recommandation qui est très, très bas. D'accord. Alors, on a parlé du sucre, des produits laitiers. Il y a un autre ingrédient qui revient souvent, c'est le curcuma, qui est soi-disant anticancéreux. Pareil, qu'est-ce qu'on sait scientifiquement de son effet? Alors, ce n'est pas soi-disant, hein. Effectivement, dans des modèles de culture cellulaire ou chez des souris à qui on a implanté un cancer ou chez qui on a fait fabriquer un cancer, on a pu montrer que des molécules extraites du curcuma, en particulier la curcumine, pouvaient avoir un effet antitumoral propre. D'accord. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? Premièrement, je l'ai bien dit, on a extrait du curcuma une molécule. Dans le curcuma, il y a 50 à 70 molécules différentes. Donc, quand on donne à manger, entre guillemets, de la curcumine à une souris, on ne lui donne pas du curcuma, on lui donne de la curcumine. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Deuxièmement, on lui donne des quantités très importantes de curcumine qui correspondent à des doses de curcuma très importantes, qui correspondent en gros pour un humain à 20 grammes par jour, c'est-à-dire 2 cuillères à soupe. C'est énorme. C'est énorme. Personne ne peut manger 2 cuillères à soupe de curcuma par jour tous les jours. Actuellement, il n'y a aucune étude humaine confirmant l'effet protecteur du curcuma ou de la curcumine pour les cancers. Voilà. Donc ça, c'est en prévention primaire. Et pendant les cancers, c'est pareil, sachant qu'on était très intéressé des effets éventuellement protecteurs de la curcumine sur tout ce qui était radiodermite au cours de la radiothérapie des cancers du sein. Il y avait pas mal d'arguments chez les souris pour penser que ça pouvait être très protecteur. Les premiers résultats sont très décevants, mais des études très mal faites, donc peut-être c'est ça aussi qui pose problème. Mais c'est avec des doses très importantes. Donc on est sur des gélules de curcumine, on n'est pas sur du curcuma alimentaire, on est vraiment sur des gélules de curcumine. Et ce que vient de découvrir mon collègue Olivier Mire ici, le professeur Olivier Mire, c'est que malheureusement, la curcumine a des interactions médicamenteuses avec des traitements anticancéreux, les inhibiteurs de mTOR par exemple. Voilà, donc il faut être très méfiant. On a même vu passer récemment des publications de toxicité hépatique importante avec des doses élevées de curcuma, donc de curcumine, pardon. Donc moi, ça me fait dire une chose, hein, c'est que ces compléments alimentaires à base de produits d'origine nutritionnelle, ce n'est plus de l'alimentation. Oui, c'est presque du médicament. Oui. Voilà. Donc, il faut s'en méfier comme d'un médicament. Il faut éventuellement en espérer quelque chose comme d'un médicament, mais il faut aussi s'en méfier comme d'un médicament. On est dans l'alimentation. Et on n'est pas capable, avec du brocoli, de l'ail, du thé ou du curcuma, de reproduire ce qui a été étudié chez la souris. Ce n'est pas possible. Et le professeur Kayat aurait beau dire tout le contraire, c'est faux. C'est complètement faux, malheureusement. Et j'en suis désolé. J'en suis désolé. Alors, on va reprendre les questions. On arrive presque au terme de notre heure. On a Véronique qui nous dit qu'elle est sous Taxol, Perjeta et Herceptine. Elle a de nombreuses diarrhées. Elle n'arrive plus à manger autre chose que des carottes et du riz. Son appétit diminue. Voilà, elle se demande un peu ce qu'elle peut manger et ce qu'elle pourra ajouter à son alimentation comme épices, par exemple, pour améliorer son état, parce qu'elle est un peu à bout. Alors, bon, je suis désolé parce que là, on rentre dans le cas très particulier où malheureusement, je n'ai pas suffisamment d'informations pour aller très loin dans les conseils. Donc là, il faudrait qu'elle aille voir une diététicienne. Le seul conseil intelligent que je peux lui donner, c'est de tester des choses. Ne pas hésiter à essayer ce qu'elle a dû déjà faire probablement, mais de réessayer des choses éventuellement pour voir si elle peut élargir un petit peu son alimentation. Si elle peut manger du riz, peut-être qu'elle peut manger des pâtes. Elle peut manger d'autres féculents, du blé, des pommes de terre, etc. Voilà. C'est la seule chose intelligente que je peux lui dire pour le moment, sachant que par ailleurs, peut-être que la problématique, c'est sur le traitement médicamenteux de sa diarrhée, qui n'est pas optimal. Et ça, bon, malheureusement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tant que gastroentérologue, c'est quelque chose que je vois tous les jours.
les oncologues ne savent pas très bien prescrire les antidiarrhéiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être revoir avec quelqu'un d'un peu plus spécialisé. Voilà. Mais là, on rentre dans la consultation individuelle. Je ne peux pas aller très loin là-dessus. Alors, il y a Je Zaya. m'en excuse. Oui, je pense qu'elles comprendront, mais vous leur avez déjà donné des pistes de réflexion. Il y a plusieurs personnes, Zaya notamment et Hélène, qui disent que depuis leur traitement, elles ont des fringales, elles ont une appétence particulière pour certains aliments. Zaya parle même de crise de boulimie. Elle se demande si c'est lié au traitement. Ce sont des troubles du comportement alimentaire induits par la phase thérapeutique, au sens très large du terme. C'est-à-dire que tout ce qu'elles ont vécu au point de vue physique et psychologique ont entraîné des modifications de la régulation de l'appétit au niveau du système nerveux central, avec des frustrations, avec des aversions acquises. Et donc, à un moment, ça induit obligatoirement des troubles du comportement alimentaire. D'accord ? Ça, ça se travaille avec des diététiciennes, ça se travaille avec des psychologues un peu spécialisés. On a la chance, nous, d'avoir des gens qui travaillent un peu là-dessus, Ouais. neuropsychologues ou psychologues. C'est réversible. De ce qu'on en sait, c'est réversible, sauf cas très, très particulier. Donc, c'est quelque chose qui se travaille. Et puis, c'est le temps aussi qui fait améliorer les choses. Mais voilà, c'est quelque chose d'habituel, explicable et qui nécessite une prise en charge un peu spécifique, diététique et psychologique. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Je ne dis pas que c'est purement psychologique, mais c'est des psychologues et des diététiciens en collaboration qui peuvent travailler là-dessus. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'elle s'inquiète à outrance, mais il faut que ce soit quand même pris en charge. Ça doit être pris en charge, oui, absolument. Parce que ça ne doit pas conduire à un surpoids, une obésité, etc. Et on en revient au facteur aggravant du départ. Alors, je passe en revue les dernières questions. Alors, je suis désolée pour les personnes qui sont arrivées en cours, qui posent des questions sur le sucre et le jeûne. Je vous invite à re-regarder le webinaire qu'on leur a mis en ligne, parce qu'on a répondu plusieurs fois aux questions, également sur les phytoestrogènes. Alors, on a peut-être une dernière question qui va bientôt être d'actualité avec les fêtes de fin d'année. Nathalie nous pose la question de l'alcool. Est-ce que c'est déconseillé? Est-ce qu'on peut en boire modérément, notamment pendant la chimiothérapie? Est-ce qu'il y a une différence entre de la bière, un apéritif, du vin? C'est marrant parce que j'ai créé une petite polémique sur LinkedIn hier soir en commentant un post d'un diététicien qui faisait la promotion du vin rouge. Déjà, un diététicien qui fait la promotion du vin rouge, moi, ça me fait un peu mal. Et puis, donc, il montrait il alléguait que le vin rouge, bon, en dehors du fait que c'était festif et que ça pouvait être quelque chose qui aide à la convivialité, avait des effets sur les maladies cardiaques et finalement n'avait pas d'effet trop important sur les apports caloriques. C'est là-dessus que j'ai tiqué parce que les deux choses sont fausses. Il est maintenant clairement démontré que ni le vin rouge ni n'importe quel alcool n'a de bénéfice sur les pathologies cardiaques. Donc, ça, c'est une première chose. Et ce que je lui ai dit, c'est attention, vous dites ça, ça peut se discuter à la limite, mais il faut savoir qu'une consommation d'alcool, même minimale, régulière, augmente le risque de cancer du sein, de cancer ORL, de cancer du foie, etc. Je veux bien que vous alléguiez, mais dans ce cas-là, vous alléguez de façon complète. Voilà. Donc, en dehors de ce fait-là, je suis d'accord, et je suis même d'accord avec ce diététicien pour dire qu'il faut garder ce côté plaisir, ce côté festif que peuvent avoir les boissons alcoolisées. Je n'ai strictement rien, et mes collègues oncologues n'ont strictement rien sur la coupette de champagne à Noël. Ça ne pose aucun problème. Comme on le dit dans certaines pièces anciennes ou dans Knock, le médecin, il boit de l'alcool, je ne vois pas pourquoi le malade, il n'en boirait pas. Donc, oui, ce n'est pas un problème à partir du moment où ce n'est pas une consommation régulière et ou importante. D'accord ? Pourquoi ? Parce que en situation post-cancer, l'alcool consommé régulièrement augmente le risque de récidive ou de nouveau cancer. Et pendant les traitements, il y a quand même des interactions entre la consommation d'alcool
et la pharmacologie de certains médicaments. Parce que, agissant sur le foie, on va modifier le métabolisme de certains médicaments qui sont dépendants du foie. Ce n'est pas recommandé d'en consommer des trop grosses quantités et de façon trop régulière. Voilà. Après, la coupette à Noël, le verre de vin, voire même un peu plus ponctuellement, je ne crois pas que ça pose problème. D'accord. Alors, on va prendre une toute dernière question et après on fera un petit bilan. Il y a Stéphanie qui demande s'il y a des aliments qui permettent de booster l'immunité. Alors, déjà, il faudrait savoir ce que c'est que de l'immunité. Donc, Les défensifs. Non, il n'y a pas d'aliments qui boostent l'immunité, ça n'existe pas. Même les aliments, on parle souvent d'aliments comme le kimchi, j'ai perdu le nom, des aliments comme le chou, un peu fermenté. Voilà, le chou fermenté, oui, non. Non. Parce que c'est quoi l'immunité? Et c'est quoi le but derrière tout ça? Si c'est juste faire varier un marqueur de l'immunité dans le sang, on s'en fout complètement. Ça, c'est un gros problème des allégations qu'on entend régulièrement. C'est qu'on nous dit ça a telle vertu, alors qu'en gros, dans la littérature, ça a fait bouger un marqueur de prise de sang de 10% dans 3 études. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ce qu'on veut, c'est que pour vraiment que ça ait un intérêt, il faut que l'apport soit significatif sur la santé de la personne. Immunité, ça ne veut rien dire. Voilà. Donc, non. La réponse est non. Là où il y a quand même un petit bémol et toute une réflexion à mener actuellement, c'est sur tout ce qui va choyer le microbiote intestinal. Il y a un lien très fort entre immunité, c'est-à-dire activité des cellules de l'immunité, en particulier contre les cellules cancéreuses, et microbiote intestinal. On est bien placé pour le savoir ici, puisqu'il y a tous les travaux des professeurs Guido Kremer et Laurence Zitvogel qui ont montré que le microbiote était au centre de la régulation de l'immunité péritumorale. On ne sait pas encore ce qu'on doit en faire. Personne ne sait très bien ce qu'il faut en faire. Mais il est possible qu'à un moment, dans les années à venir, on dise de consommer des fruits et des légumes avec des fibres qui favorisent le bon microbiote intestinal a un effet positif sur l'immunité. D'accord. Je pense qu'on va conclure. Je suis désolée pour les questions qu'on n'aura pas eu le temps de traiter. Et encore une fois, je vous invite à consulter notre site rose-up.fr où vous trouverez certainement des réponses à certaines de vos questions. Donc, si on fait un tout petit bilan, pour conclure, on a dit donc là, il est important de suivre votre poids parce que la dénutrition est un facteur de risque quand on a un cancer. Avoir une alimentation équilibrée. Il n'y a pas de produit miracle qui, en le consommant... alimentaire miracle. Alimentaire, bien sûr. Qui, en le consommant, comme le curcuma, ou en le retirant de notre alimentation, comme les produits laitiers ou le sucre, protégerait du cancer. Ça, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'études scientifiques qui le démontrent clairement. Et pour les interactions médicamenteuses, comme pour le pamplemousse, oui, il y en a avec certains de vos traitements, notamment de chimiothérapie. Encore une fois, je vous invite à consulter notre site internet. Et de toute façon, parlez-en à vos médecins quand vous prenez des compléments alimentaires ou autres, ou que vous consommez à outrance certains produits qui peuvent interférer avec vos traitements. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ne pas hésiter à solliciter le médecin, à vous référer à une diététicienne ou un diététicien. Il y a normalement au moins un diététicien dans les équipes d'oncologie, donc il ne faut pas hésiter à réclamer auprès du médecin oncologue, chirurgien, radiothérapeute, d'être référé à ce professionnel qui va être le plus à même de vous donner les bons conseils. Ouais. Et on nous remercie sur Facebook et sur Zoom de ce discours déculpabilisant. Donc, merci, docteur. Ça, je ne sais pas. Mais... oui, en fait, c'est vrai que les femmes ont des discours comme ça qui les culpabilisent sur ce qu'elles ont mangé ou pas mangé. Donc, d'entendre que manger équilibré, c'est finalement la meilleure solution et que c'est pas parce que vous faites des écarts pendant vos traitements, comme vous le disiez, que ça va tout changer pour vous. Donc, il faut que l'alimentation reste un plaisir,
et ne nous ajoutons pas des injonctions supplémentaires. Voilà, et ben, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On a un tout petit peu dépassé. Et à bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir.